Xavier Bureau, bonjour. Bonjour. Tu es le secrétaire fédéral des sociétés d'études. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça regroupe? Alors, la Fédération des sociétés d'études regroupe différents secteurs dont les principaux sont la branche des bureaux d'études techniques avec dedans ce qu'on appelle les entreprises, les ESN, donc les entreprises numériques. Et puis aussi, nous regroupons la branche des prestataires de services du tertiaire où le plus gros secteur sont les centres d'appel prestataires. Mais on regroupe aussi quelques secteurs comme l'expertise auto, l'expertise comptable, les professions parajudiciaires comme les avocats, les notaires et autres professions de ce type-là. Donc en général, vous êtes au cœur de la numérisation. Oui, on est au cœur à deux niveaux. Un, en tant que concepteur d'une grande partie des logiciels et des algorithmes qui vont être le cœur de la numérisation. Et deux, en tant qu'utilisateur, parce que beaucoup de métiers, que ce soit l'expertise ou des métiers du parajudiciaire, sont des métiers qui utilisent maintenant de plus en plus la numérisation. Par exemple, pour parler des avocats, les transferts de dossiers au greffe maintenant se font par voie numérique en version dématérialisée. Donc on a pour nous les deux côtés de la branche. On a la conception d'un côté et l'utilisation de l'autre. Alors on parle de dossiers dématérialisés en fait. Ça c'est une sorte de support. Mais en quoi ça impacte réellement le travail? Ce qui impacte le travail, ce n'est pas la dématérialisation par elle-même. C'est la conception qu'on a de la dématérialisation sur l'organisation du travail. La dématérialisation crée l'instantanéité. Et ça, c'est quelque chose de très déstructurant dans le travail, parce que ce qui était organisé avec des moments, si je prends par exemple les tribunaux, il y avait un coursier qui prenait les dossiers, qui amenait au tribunal. Donc on savait qu'à telle heure on pouvait faire. Et donc il fallait tout organiser en amont pour qu'à telle heure le dossier puisse partir. Maintenant, comme on sait qu'on peut le faire partir à peu près n'importe quand, on a cassé toutes les étapes et donc on les a compressées. Et en les compressant, on a intensifié le travail, donc la charge de travail des salariés qui sont restés parfois à l'identique en termes d'effectifs, mais très souvent ont diminué. Et donc, on a complètement déstructuré leurs conditions de travail et on a alourdi les risques psychosociaux qui peuvent entraîner cette numérisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le côté ultra technique et ultra moderne de la numérisation et une sorte de retour à des conditions de travail qu'on avait un peu oubliées tout au long du XXe siècle, mais qui semble revenir, c'est-à-dire le côté travail à la tâche, précarisation finalement, ou dépossession du travail? Pour le patronat, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Pour eux, c'est comment je fais pour payer le moins possible le travailleur qui fournit la production que je lui demande. Voilà, ça a toujours été le cas. Simplement, le rapport de force a permis d'atténuer ces exigences patronales. Force est de constater que le rapport de force actuellement est un peu pas très favorable pour les salariés et pour les travailleurs en général. Et donc, ils en profitent. Et ils en profitent avec des systèmes qui allient, bien sûr, la technologie, mais ils n'ont rien inventé. Hormis le fait que la technologie appuie ce système, le reste, c'est des choses qu'on connaît depuis 200 ans. Le travail à la tâche, le fait d'être, mis en concurrence et autres, c'est quelque chose qui a toujours existé. La seule chose, c'est que le patronat a été confronté à une force syndicale et ouvrière qui l'a empêché d'aller jusqu'où il voulait. Mais c'est pas dans leur esprit, c'est pas archaïque, c'est même présenté actuellement comme une modernité sans nom. Et pour les salariés, ce côté technologie quand même, est-ce qu'il n'y a pas une servitude un peu volontaire? Chez certains, je pense par exemple, on en a parlé lors de ce colloque, là, avec les plateformes Uber par exemple.
le problème de cette question, c'est que c'est pas la servitude qu'on leur présente, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est le contraire de la servitude. Sauf qu'une autonomie contrainte, voilà, mais une autonomie contrainte économiquement, on n'est plus vraiment autonome. Mais c'est ce qu'on nous présente, c'est l'autonomie. Pareil pour les cadres au forfait jour, on leur dit vous êtes autonome. Mais bon, quand on leur demande de réaliser en 3 jours ce qui est normalement réalisé en 8 jours, bah, l'autonomie, elle n'est plus vraiment là. Donc, on ne présente pas les choses de la même façon. Les patrons, ils présentent ça comme étant une autonomie, des gains pour le salarié, parce qu'il peut gérer comme il veut. Mais en fin de compte, il ne peut pas gérer, parce que quand on paye des courses à 3 €, bah, il faut en faire quelques-unes pour pouvoir vivre. Voilà. C'est une fausse liberté, en fait. Mais en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qu'on nous présente actuellement, c'est ce que le Fordisme a quand même combattu à une époque. L'autonomie des salariés qui faisaient par leur travail quasiment la totalité de la production tout seul. Il y a les artisans qui faisaient les meubles, tout ça. Et on a décidé, non, on va couper ça en petites tâches. Et maintenant, les petites tâches qui sont découpées, qui sont normalisées, eh ben on redit aux salariés, bah attends, pour gagner quelques gains de productivité, on va te les remettre en autonomie. Mais une autonomie contrainte. Contrainte dans des conditions de réalisation telles que le salarié ne peut pas le faire dans de bonnes conditions. Justement, peut-être pour terminer, quelle est la place que peut prendre le syndicalisme pour inverser ce rapport de force qui, là, semble être quand même au détriment des travailleurs, de leur santé même? La place du syndicalisme, elle est sur la création de droits collectifs. C'est-à-dire comment on s'approprie la situation avec les travailleurs concernés pour créer de nouveaux droits, pour que tous les droits puissent être partagés pour un plus grand nombre afin d'éviter qu'on ait une mise en concurrence des travailleurs. Par exemple, là a été négociée il n'y a pas très longtemps une nouvelle convention collective, ce qui est assez rare parce qu'on veut les réduire, mais une convention collective sectorielle, catégorielle sur le portage salarial. Le portage salarial est une pratique particulière du salariat où la personne est à la fois salarié et indépendant. C'est-à-dire que c'est lui qui cherche son propre boulot, c'est lui qui cherche son propre client, c'est lui qui fait ses tarifs. Mais il a une entreprise qui va assurer la facturation de ses prestations à son client et qui va lui délivrer une fiche de paye. Donc on a un système mixte qui est entre le salariat et l'auto-entrepreneur, mais que la loi El Khomri a validé l'ordonnance qui avait été faite il y a quelques temps. Et là, on vient de créer une convention collective qui apporte des droits à ces salariés. Alors, à notre sens, pas suffisant par rapport au contexte, notamment en termes de rémunération, mais qui, de toute façon, va apporter des garanties à ces salariés qui permettront peut-être de ne pas faire en sorte que d'autres salariés qui sont en situation, je dirais, différente, mais normale, on va dire, ne voient pas leurs droits dégradés par le bas, par ces salariés de portage, voire bientôt par les entrepreneurs et autres organisations. Donc par exemple, cette convention collective du portage salarial, ça pourrait être quelque chose qui est, comment dire, des idées à développer pour d'autres types de secteurs? À partir du moment où il y a à partir du moment où on n'a pas le rapport de force nécessaire pour empêcher des choses illégales. Parce qu'en gros, le portage salarial, jusqu'à 2010, il était illégal. Bon, on n'a pas eu la capacité de l'empêcher. À partir du moment où on n'a pas la capacité de l'empêcher, il faut qu'au minimum, on l'organise pour faire en sorte que ça ne détériore pas tout le contexte économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on puisse lutter effectivement contre la concurrence entre les salariés. Ce que le patronat ne veut pas. Très bien. Merci beaucoup, Xavier. De rien. Merci à vous.